Bonjour à tous, bonjour Boris Vallaud. Merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. On le disait dans le journal, on a appris cette nuit la mort de l'otage franco-israélien Elia Toledano. Il reste 3 otages ou disparus selon l'appellation franco-israélien encore détenus dans la bande de Gaza. Quelle est ce matin votre réaction, la réaction du Parti socialiste que vous représentez ? Beaucoup de tristesse. Vous savez, on espère la libération des otages et on a toujours cette crainte. Et quand elle se réalise, c'est un grand malheur pour tous. Et donc j'ai une pensée pour sa famille, pour ses proches, évidemment pour lui. Voilà, beaucoup de peine ce matin. La guerre à Gaza, dans ce territoire, pourrait durer, c'est ce que disait le Premier ministre israélien il y a quelques heures, peut-être plusieurs mois encore. Quelle est votre position ? Est-ce que vous faites bloc finalement avec ce que disent les autorités françaises dans ce conflit, à savoir la demande d'un cessez-le-feu ? C'est à la fois, puisqu'on vient de l'évoquer, la libération de tous les otages, et puis un cessez-le-feu, parce que la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. On en a des témoignages quotidiens. Les bombardements ont fait des milliers, des dizaines de milliers peut-être de victimes, des femmes, des enfants. Et nous avons besoin, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est prononcée très largement en cette faveur, de ce cessez-le-feu le plus vite possible. Pas seulement une trêve, un cessez-le-feu. Et puis demain, un chemin de paix, c'est important avec une solution à 2 États. Vous êtes le président, donc on le disait, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On va bien sûr parler du cheminement chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, du projet de loi sur l'immigration de Gérald Darmanin. Et on a envie de poser un peu une question abrupte. Pendant ce temps, que fait la gauche, puisque vous comptez les points, en quelque sorte, dans cette négociation qui est en train de se jouer entre le gouvernement et la droite. Elisabeth Borne reçoit notamment les chefs des Républicains avant la commission mixte paritaire de lundi prochain pour aboutir à un texte. Qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Vous êtes simple spectateur dans cette affaire ? Non, on demande le retrait de ce texte. On dit qu'il va trop loin, on dit qu'il n'est pas équilibré, on dit qu'il est un grand mensonge fait aux Français parce qu'il ne réglera aucune des questions qu'il prétend solutionner, qu'il n'a d'intégration que le mot dans le titre, et qu'il y a d'autres chemins pour cela d'intégration par le travail, de remise en bon ordre du grand bazar de la politique migratoire. Mais quand vous posez la question de qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui se passe depuis des mois, eh bien la réalité c'est que Emmanuel Macron maintenant écrit une loi sous la dictée d'Éric Ciotti et des Républicains. C'est une forme de cohabitation qui est en train de s'installer. C'est la fin du « en même temps ». Et rien n'oblige ce gouvernement, j'allais dire, à tout céder à la droite sénatoriale qui elle-même s'est jetée. Vous avez l'impression qu'il est en train de tout céder, pardon. Il cède beaucoup, il a déjà cédé. Regardez ce qu'a été l'attitude du ministre de l'Intérieur depuis des mois. D'abord rentrer en négociation exclusive avec Éric Ciotti, décider de l'introduction de ce texte au Sénat. Vous n'avez jamais été consulté sur ce texte ? Mais écoutez, vous savez, vous avez été reçu, vous aussi. Alors, il se trouve que moi, à titre personnel, je n'ai pas été reçu, mais si vous pensez que mon téléphone a sonné des appels incessants du gouvernement ou du ministre de l'Intérieur, je vous dis, en aucun cas, en aucune manière. Nous avons avancé des propositions, elles n'ont jamais été entendues. En réalité, je vous le dis, c'est la fin du en même temps, d'une forme d'impossibilité, et la majorité doit se poser la question de savoir si elle est prête à tout céder. Est-ce qu'elle a des lignes rouges ? Je suis témoin, malheureusement, qu'elle n'en a pas beaucoup. Boris Vallaud, vous venez de dire, nous avions des propositions. Pourquoi avez-vous refusé ce débat en votant cette motion de rejet, alors que ces propositions, vous auriez pu les faire, s'il y avait eu un véritable débat. Je termine juste en vous mentionnant ce que dit Delphine Batho. Elle était socialiste, elle fait partie de la gauche. Elle n'a pas voté la motion de rejet parce qu'elle dit, finalement, on va avoir un texte, et vous le dites ce matin vous-même, plus à droite que celui qu'on aurait eu dans l'hémicycle si on avait pu en discuter. Non, je vais vous dire, je pense que j'aime beaucoup Delphine Batho, c'est une femme sincère. Je pense qu'elle se trompe. D'abord parce que le débat a eu lieu. C'est depuis 18 mois qu'il a lieu. Il a eu lieu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à plusieurs reprises et sur plusieurs textes. Il a eu lieu au Sénat. Il a eu lieu la semaine dernière en commission des lois. Ce sont des dizaines d'heures. Le débat a eu lieu. Tous ceux qui prétendent l'inverse disent des carabistouilles, comme dit le président de la République. Et puis, je vais vous dire, le texte en séance aurait été durci. À la fin, il n'aurait pas eu de majorité. Il serait allé en CMP. La CMP de lundi a la même composition que la CMP dans 15 jours. Les exigences de la droite sont les mêmes. Au moins, il y aurait eu, nous sommes exprimés à beaucoup de reprises et vous m'offrez encore l'occasion de le faire. C'est un grand bazar dans la politique migratoire. Nous pourrons le remettre en bon ordre. L'intégration par le travail de femmes, des hommes qui, dans les BTP, dans les services d'aide à la personne, dans les ouvriers de l'agroalimentaire, dans le nettoyage, font tourner des pans entiers de l'économie, qui parfois payent des impôts, payent des cotisations, eh bien, il est juste qu'ils puissent être régularisés. Eh bien, c'est
était dans le projet de loi, les régularisations. Non, ça n'était pas dans le projet de loi, ça l'était de façon cosmétique, ça l'était de moins en moins. Et là, on verra si le gouvernement, en réalité, y tient tant que ça. J'ai la crainte que ce ne soit pas le cas. Sur le fond, par rapport à ce qu'attend de les Français, l'opinion publique, que pensez-vous lorsque le ministre de l'Intérieur dit qu'avec sa loi, par exemple, il pourrait aujourd'hui expulser des délinquants étrangers, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? On estime ce nombre à 4 000. Est-ce que, pardon... On estime. Il a dit 4 000. Oui. J'ai lu l'étude d'impact de la loi. Mais juste une question. Est-ce que vous pensez que ça ne trouve pas un écho dans l'opinion publique, même lorsqu'elle ne vote pas à droite ou à l'extrême droite? Je vais vous répondre, moi, de façon extrêmement claire. Il y a aujourd'hui déjà la possibilité... sous certaines conditions, d'expulser tout étranger, y compris ceux qui sont arrivés avant 13 ans. Il faut évidemment qu'un certain nombre de conditions de gravité soient réunies. Est-ce que tout cela sont d'ores et déjà reconduits? Peut-être pas. Et d'ailleurs, on voit le nombre de ces expulsions qui ont augmenté. Et je ne prétends pas qu'il n'y aura pas d'expulsion. Je ne prétends pas que, dans un certain nombre de situations, il faut être dur avec ceux qui ont enfreint, j'allais dire, un certain nombre de règles essentielles. Il y a toujours besoin de trouver un équilibre. Et de se poser la question de savoir de l'efficacité des mesures proposées. Est-ce que vous pensez qu'on aurait plus de laissez-passer consulaires? Vous savez, pour pouvoir expulser ou pour pouvoir reconduire quelqu'un à la frontière, il faut que le pays dont on pense ou qu'il a la nationalité l'autorise. Nous regardons aujourd'hui accablés le nombre des refus. En réalité... Donc ce que dit Gérald Darmanin, ce n'est pas réaliste. Vous savez, est-ce qu'avec cette loi, il contrôle mieux l'immigration, un phénomène mondial? Est-ce qu'il s'est posé la question des pays d'origine et des relations avec les pays d'origine? Non. Est-ce qu'il s'est posé la question de l'intégration, de la qualité de l'intégration, des moyens de l'intégration? Est-ce qu'il se pose la question de l'intégration dans tous les secteurs? Parce que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui fonctionne avec beaucoup de travailleurs étrangers, n'est pas considéré aujourd'hui comme un métier en tension. Donc, être dur avec ceux qui méritent qu'on le soit à l'endroit... oui, méchant mais là, avec les méchants, gentil avec les gentils, disait Gérald Darmanin. Aujourd'hui, il est méchant, même avec les gentils. Vous voyez le déséquilibre. C'est la fin du en même temps, c'est le début d'une cohabitation avec la droite. Est-ce que, puisque vous dites c'est la fin du en même temps, est-ce que ce ne sont pas les électeurs qui l'ont imposé avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, née des élections législatives de 2022? Vous n'avez jamais été prêt, quelque part, à apporter votre soutien au gouvernement, notamment sur cette question. Vous dites il penche à droite, mais vous ne lui proposez pas de solution alternative. Alors écoutez, moi je vais vous dire, depuis 1 an et demi presque, nous avons joué le jeu du parlementarisme de fait. C'est-à-dire que nous nous sommes préoccupés de savoir comment nous prenions en compte cette nouvelle donne issue des urnes, c'est-à-dire ce pluralisme et l'absence de majorité. J'ai écrit, je l'ai dit à plusieurs reprises, à la présidente de l'Assemblée nationale pour proposer un mode d'emploi, parce qu'il y a une situation inédite. J'ai même pas eu un accusé-réception. J'ai demandé au gouvernement à quel compromis il était prêt dans la mesure où il n'avait pas de majorité pour appliquer son programme. Il n'est prêt à aucun compromis. Il en fait la démonstration avec effet de manche, enflure du ton et coup de menton. Ça n'est pas possible. Nous avons essayé d'amender chacun des textes qui ont été proposés au gouvernement. Nous avons des niches parlementaires où nous proposons des lois. Nous avons accompagné certaines lois qui nous paraissent importantes, comme sur le développement des énergies renouvelables que nous avons voté. En réalité, l'intransigeance et la bascule vers la droite, elle est du côté du gouvernement. Bascule vers la droite. Pendant ce temps, quelle est la situation chez vous au Parti socialiste? Est-ce que vous vous sentez en quelque sorte libéré depuis que vous avez posé, je cite, un moratoire de votre participation à la NUPES à cause notamment des déclarations de Jean-Luc Mélenchon? Je veux dire, est-ce que ça va mieux chez vous? Je crois à la nécessité d'une union de la gauche. Et je crois à la nécessité que cette gauche soit utile à la vie quotidienne des Françaises et des Français, qui en ont ras-le-bol que nous ne parlions que de nous-mêmes et des bisbilles. Quand je dis être utile, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre journal, il y a depuis mercredi le versement de la prime de Noël. Et bien sûr, la proposition des socialistes, les familles monoparentales, les papas solos, les mamans solos, eh bien, vont voir pour un enfant leur prime de Noël augmenter de 80 €. 100 € quand on a 2 enfants, 120 €. Nous l'avons proposé. C'est ça, être utile à la vie quotidienne des Français. Elle est morte, vous avez dit un moratoire. Vous pouvez vous rabibocher avec Jean-Luc Mélenchon, oui ou non? Mais écoutez, en tout cas, nous continuons de travailler avec un certain nombre de partenaires à gauche. Nous le faisons dans le respect des uns et des autres. Et nous voulons être respectés et nous voulons être utiles. Est-ce que vous êtes fâché définitivement avec Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, avec Jean-Luc Mélenchon, oui, je vous confirme que c'est assez compliqué. Ça ne vous aura pas échappé. C'est ce qui nous a conduit à cette suspension de la NUP, qui ne nous interdit pas d'avoir des combats communs, vous l'avez vu. Mais c'est définitif, vous pourriez revenir. On a besoin d'une union de la gauche. Il faut qu'elle se fonde sur de nouvelles bases. Merci beaucoup, Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On vous entend ce matin, suite de Télématin.